Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Dans quelques instants, en direct d'ailleurs sur notre antenne, le président de la République lance son Conseil national de la refondation, mais sans les oppositions, sans même le président du Sénat Gérard Larcher. Ça démarre mal pour une instance de dialogue. Je crois que c'est surtout en raison de ceux qui refusent de prendre part au dialogue. Je crois que les Français, ils n'ont pas envie d'hystérisation permanente de la vie politique. Ils ont plutôt envie de dialogue, justement. Ils ont plutôt envie de compromis. C'est ce qu'ils nous ont dit, nous, au sein de l'Assemblée nationale, nous obliger en permanence à aller chercher du compromis. Et puis, on a finalement des oppositions qui nous disent, avant même de savoir quel est le contenu, avant même de savoir quelle est la méthode, on refuse de participer. Et c'est quand même très contradictoire avec les messages en permanence que l'opposition envoie. On a le RN qui nous dit il faut qu'on débatte sur les questions de l'énergie. Très bien, mais on ne vient pas au CNR. On a LFI qui nous dit il faut qu'on débatte sur les enjeux d'éducation. Très bien, mais on ne vient pas au CNR. Et ainsi de suite. Donc je persiste à penser que ceux qui ne viennent pas ont tort et que ceux qui viennent participeront à quelque chose qui est nouveau et qu'on doit pouvoir installer dans le pays. Mais même ceux qui viennent ont demandé à ce que les échanges se fassent à clone, ne soient pas filmés. C'est quand même un drôle de climat. Ça respire pas la confiance entre partenaires. Je peux comprendre que ceux qui viennent aient envie d'avoir une parole totalement libre et vous savez bien qu'on ne réagit pas tout à fait de la même manière quand on a en permanence des caméras qui sont braquées sur vous et quand on est totalement libre et qu'on se sent totalement libre de sa Le parole. grand débat, c'était filmé. La convention citoyenne, on a eu des sessions filmées, par exemple. Il y avait quelques sessions qui étaient filmées, mais il y avait aussi un certain nombre de moments qui étaient justement à huis clos parce que, encore une fois, on ne travaille pas de la même manière. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un diagnostic? Qu'on est d'accord ou pas sur la question du dérèglement climatique en faisant intervenir ceux qui savent, c'est-à-dire des scientifiques. Et je crois que c'est une bonne base de départ. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur l'état de nos finances publiques? Moi, j'entends parfois l'opposition, les LR, dire il faut baisser la dépense publique. Très bien, mais d'accord, ils ne viennent pas alors que ça pourrait être un point de départ aussi d'une discussion possible. Donc moi, je suis très confiante sur le fait que les Français, eux, ont envie de débattre de ces enjeux, qu'ils auront envie dans les territoires de débattre d'éducation, de débattre de l'autonomie des personnes en situation de dépendance, des personnes âgées, qu'ils auront envie de parler de santé et de comment on règle la Il y a question des déserts effectivement 5 médicaux. thèmes que vous citez qui ont été listés. Mais sur l'objet, sur l'objectif même, vous dites on va débattre, très bien, mais ça va déboucher sur quoi? Est-ce que l'idée c'est de sortir avec des projets de loi? Parce que je citais Gérard Larcher précisément, lui il dit il ne doit pas y avoir confusion des genres, c'est le Parlement qui vote la loi. Votre collègue d'ailleurs, député Sacha Houlié, dit le CNR proposera, le Parlement disposera. Est-ce que c'est bien ça l'objectif? En gros, on demande leur avis aux gens, mais à la fin c'est quand même pas eux qui décideront. Heureusement qu'encore une fois, la loi est votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ou alors on n'a plus de raison d'être et que c'est un lieu de débat. Et vous avez vu à quel point d'ailleurs l'Assemblée nationale, au regard de sa composition nouvelle, est devenue le cœur des enjeux de la vie démocratique et du débat politique. Donc vous dites Ça, le c'est une CNR, bonne chose. ce n'est pas une instance de décision, il n'y aura pas de décision C'est une prise au instance, CNR. encore une fois, de dialogue et c'est une instance qui est complémentaire. On n'est pas obligé en permanence d'opposer la capacité à créer des outils de participation citoyenne pour qu'encore une fois, celles et ceux qui nous disent en permanence « nous ne voulons pas être juste consultés une fois tous les 5 ans, nous voulons pouvoir participer aux décisions qui sont prises dans notre pays à un échelon territorial, à un échelon national et la décision qui est la décision politique du vote à l'Assemblée et au Sénat. Donc vous Moi, nous je crois qu'on annoncez une doit convention réconcilier citoyenne les deux. climat bis où il y a eu des propositions faites et puis après elles n'ont pas toutes été reprises et on vous a reproché d'avoir consulté pour rien et d'en faire qu'à votre On n'a tête. pas consulté pour rien parce que sur la loi climat, on a réussi à reprendre un certain nombre de propositions qui étaient issues des citoyens. Donc Justement, certaines idées mais pas toutes quoi. oui, mais l'idée. c'est le rôle à un moment du Parlement. Donc encore une fois, moi je ne peux pas vous dire a priori ce qui va sortir d'un outil qui est installé aujourd'hui même. Parce que moi j'attends de savoir quelles seront les propositions des syndicats, quelles seront les propositions à un moment de toutes les parties prenantes et quelles seront les propositions qui vont émaner des territoires. On a aussi quelque chose d'essentiel, qui est comment on peut différencier éventuellement en fonction des territoires. On n'est pas obligé d'avoir la même politique plaquée partout, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Regardez ce qu'on a fait à Marseille, notamment, sur les enjeux éducatifs. Eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir, parce qu'on a une situation particulière sur un territoire, des solutions. Mais ce qu'on a fait pour Marseille ne se duplique pas forcément pour Rennes ou pour Poitiers. À quelle Donc, échéance vous on a attendez aussi d'avoir ces propositions et éventuellement des mises en œuvre? Parce que la refondation, c'est un mot très ambitieux, mais on a du mal à comprendre si concrètement, là, l'année prochaine, on verra de premières mesures qui changeront la vie des Français. Moi, je pense que sur un échelon notamment territorial, ça peut aller en effet très vite. Parce que quand on va parler, encore une fois, de la lutte contre les déserts médicaux, quand on va parler des questions d'école, quand on va parler de l'autonomie, quand on va parler aussi des enjeux de dérèglement climatique, on sait qu'on peut avoir des solutions qui se trouvent à l'échelle locale. Et puis on sait qu'on aura besoin parfois de déclinaison à l'échelle de nos ministères, à l'échelle de l'État, qu'on aura peut-être besoin aussi de passer à nouveau devant le Parlement. Et tout ça, c'est complémentaire.
continuer systématiquement à opposer ce qui se passe à échelle locale et à échelle nationale, ce qui se passe en participation citoyenne et ce qui se passe au contraire au Parlement, à mon avis, c'est se tromper et c'est le meilleur levier pour qu'à un moment, nous, on n'intéresse plus et que les Français n'aient plus envie de Alors, participer. il y a un mot qu'on a beaucoup prononcé au Parlement, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est référendum. Le Canard enchaîné rapporte cette phrase qui est prêtée au chef de l'État à propos des absents. Ils auront l'air malins et vous les entendrez hurler quand je soumettrai à référendum des mesures qui sortiront du CNR. Quand je soumettrai au futur, c'est une question de référendum aujourd'hui? Alors, déjà, ce sont des propos qui sont des propos rapportés. Après, le référendum, c'est une prérogative du président de la République. Donc, en fonction des propositions qui pourront exister, émaner du Conseil national de la refondation, pourquoi s'interdire a priori de dire qu'on pourrait consulter directement les Bah, ça Français? veut dire le référendum plutôt que le Parlement dans ce cas-là. Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on doit systématiquement nous opposer? Les mêmes qui disent qu'il faut consulter directement les Français sur un certain nombre d'enjeux nous diraient a priori, c'est hors de question qu'on passe par Mais référendum. vous êtes Moi, favorable je au suis référendum ou vous parlementaire. dites le Parlement est là et disponible pour en discuter? Mais ça dépend des sujets. Il y a peut-être des sujets qui méritent que la consultation, elle se fasse directement auprès des Français. Nous, au Vous Parlement, pensez à quoi? on a déjà au sein du Parlement à mettre en œuvre ce pourquoi nous avons été élus. Mhm. Moi, je crois à un moment à la clarté politique. Je crois que les Français ont choisi de réélire le président de la République. C'est pour ça qu'à un moment, on a un projet et un projet clair à mettre en œuvre. C'est pour ça aussi qu'on a une majorité qui peut aujourd'hui voter les textes. Et puis, il y Relatif. a peut-être de nouvelles propositions qui vont émaner encore une fois. Et je ne peux pas a priori vous dire et vous faire la liste, ou alors ça veut dire qu'encore une fois, l'outil ne servirait pas. Et peut-être en effet que le référendum sera une piste, et je ne vois pas pourquoi, en tant que parlementaire, on refuserait que les Français puissent être consultés directement. Venons-en au contexte économique, puisque le risque de récession augmente. C'est le commissaire européen à l'économie qui l'a dit hier. En France, l'INSEE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la fin de l'année. Est-ce que ça veut dire, Aurore Berger, que le plus dur est encore à venir sur le front économique? Ce qui est important à avoir en tête, c'est que la crise que nous avons connue, en effet, elle a des conséquences qui sont des conséquences durables. Et on le voit bien. On le voit bien sur la question des prix, de l'énergie et des risques de pénurie que nous avons. C'est pour ça qu'on s'y est préparé dès cet été, notamment sur les stocks qui sont les nôtres en matière de gaz. C'est pour ça qu'on protège les Français avec la question tarifaire, le bouclier tarifaire. Mais on a des conséquences qui sont des conséquences durables sur l'économie. On est moins impacté que d'autres. On le voit bien, les prix augmentent, mais ils augmentent de manière moins importante. On protège plus nos concitoyens que la plupart des pays qui nous entourent et on a revalorisé notamment les retraites, les rémunérations de nos fonctionnaires. Mais je crois qu'il faut avoir en tête qu'en effet, tout ça ne s'arrêtera pas par magie au 31 décembre 2022 et qu'il faut accepter qu'il y a un temps long et qu'il faut accepter que pour ça, on a besoin à la fois d'un État fort qui accompagne les Français et qu'on a besoin en parallèle de continuer à transformer le pays, de faire la réforme de l'assurance chômage pour encore une fois accélérer sur On la va y question venir. du plein emploi, d'assumer de dire que oui, il faudra aller au bout sur la réforme des retraites et donc comment on fait pour travailler plus longtemps en général dans notre pays par Alors, on exemple. va prendre Ça, ces ce sont sujets des pistes. un par un, Aurore Berger, parce qu'ils sont très importants. Juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant. Vous dites que ça ne va pas s'arrêter par magie au 31 décembre. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut que vous acceptiez et que vous vous prépariez à des moments de colère, de grogne dans le pays? Il y a déjà des journées de mobilisation qui sont annoncées, 22 septembre sur la santé, 29 septembre sur les hausses de salaire, Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il fera une marche mi-octobre contre la politique du gouvernement. Est-ce que tout ça, ça vous paraît être de l'agitation classique ou est-ce que c'est l'expression d'une réelle colère, d'une inquiétude dans le pays que vous ressentez? À chaque rentrée, tous les gouvernements, toutes les majorités ont toujours été interrogés sur un risque social qui existerait. Ce qui est certain, encore une fois, c'est que personne ne peut nier les difficultés qui sont rencontrées, notamment face à l'augmentation des prix. Parce qu'à un moment, ça a un impact directement sur le quotidien des Français. Et donc, comment on y répond? Et il y a deux manières d'y répondre. Il y a des mesures très concrètes pour protéger le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on a fait dès cet été. Et je regrette que la gauche ait voté contre toutes les mesures qui ont augmenté le pouvoir d'achat des Français et notamment le pouvoir d'achat des plus modestes. Et il y a qu'est-ce qu'on fait, surtout pour faire en sorte que le pouvoir d'achat progresse durablement dans notre pays. Et ça, c'est la question de l'emploi. Et c'est uniquement par la question du travail et du plein emploi qu'on pourra y répondre. Alors sur les aides, on a bien compris qu'elles allaient se prolonger, mais on a compris aussi qu'elles allaient diminuer. Vous nous confirmez ce matin que les prix de l'énergie, du gaz, pour certains Français augmenteront dès 2023 et qu'on restreindra les aides sur certains. On a évoqué plusieurs pistes, c'est-à-dire qu'on pouvait se concentrer sur les plus modestes ou les classes moyennes ou les travailleurs. Quelles sont les propositions de votre groupe Renaissance? Quelles aides vous souhaitez à partir du 1er janvier 2023? On maintient donc jusqu'à la fin de l'année ce qu'on appelle le bouclier tarifaire, ce qui fait que les Français, contrairement à nos voisins
n'ont pas vu leur facture augmenter de 30, 50, parfois 80% sur les prix du gaz ou de l'électricité. On maintient aussi l'aide de l'État sur le prix des carburants. Tout ça, c'est Et jusqu'à ça, fin 2022. jusque Ma fin question, c'est 2022. sur 2023. Je sais, mais c'est déjà important de rappeler quand même ce qui est fait et ce qui reste en place jusqu'à la fin de l'année pour aider les Français. Et après, qu'est-ce qu'on fait? En effet, à partir du 1er janvier, on dit deux choses. La première, c'est hors de question que les Français payent plein pot la flambée des prix de l'énergie. Ça n'est pas tenable, ça n'est pas possible. Certains pays font ce choix et disent, nous, État, parce qu'ils n'en ont pas les moyens ou parce qu'ils ne le souhaitent pas, n'aident absolument pas Donc, leurs concitoyens. aucun Français ne paiera plein pot, pas Donc, même les plus riches. Tout le monde sera et aidé. c'est impossible d'imaginer dans notre pays, parce que ça n'est pas notre modèle de protection, ça n'est pas notre modèle social, de dire aux Français et aux entreprises, demain, ce sera plus 80, plus 100% des prix de l'énergie. Mais de la même manière, les gens ne sont pas idiots. Ils savent aussi qu'à un moment, plus de dépenses publiques, c'est aussi le risque demain de plus de dettes et de plus d'impôts. Et donc, ça veut dire que oui, il devra y avoir une augmentation des prix. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit travailler, nous, dans le cadre de l'examen du budget. Donc, c'est dans quelques semaines à peine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on fera, nous, les propositions qui sont les nôtres pour dire oui, on doit protéger les Français. Hors de question qu'on répercute la flambée des prix. Mais vous ne savez pas encore sur dans eux. quelle mesure et Mais pour qui. évidemment, oui, il faut assumer de dire qu'on ne peut pas ne pas augmenter un minimum, encore une fois, les prix du gaz et l'électricité. Entre 10 et 20%, c'est ça l'ordre de C'est grandeur? vraiment, c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais je ne peux pas vous donner un chiffre ce matin parce que je veux qu'on puisse en discuter. J'attends aussi de voir les propositions des oppositions. Parce que ça ne peut pas être manichéen. Ça ne peut pas être de dire Mais on c'est quand même protège à vous qui êtes au 100%. gouvernement et vous l'avez dit, être majoritaire, même si elle est relative, c'est quand même vous qui avez la majorité. Juste un point encore sur l'alimentation, parce qu'il y a quand Oui. même une augmentation qui est impressionnante. Pratiquement 10% en septembre-octobre de hausse des prix, encore 11,7% en décembre d'après l'INSEE. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on parlait d'un chèque alimentaire sur lequel le gouvernement travaillerait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce chèque alimentaire, il est enterré, il est abandonné parce que trop compliqué à faire? Alors, deux choses sur l'alimentation. La première des choses, c'est que pendant 10 ans, on a eu de la déflation. C'est-à-dire que les prix alimentaires baissaient dans notre pays. Et ça s'est fait au détriment de qui? Ça s'est fait au détriment de ceux qui nous nourrissent, c'est-à-dire nos agriculteurs, qui ont vu leurs revenus baisser. Et c'est la première profession aujourd'hui dans notre pays qui souffre du suicide, notamment. Et je crois qu'il faut aussi avoir en tête ce point-là quand on parle de l'alimentation, c'est la juste rémunération de nos agriculteurs. Et puis après, il y a comment on accompagne les plus fragiles. Et comment on accompagne les plus fragiles, c'est les décisions qu'on a prises qui ne concernent pas uniquement directement l'alimentation, parce que c'est un des Mais enjeux. donc, je vous repose la question, le chèque alimentaire en tant que tel, Ce qu'on a est-ce que préféré ce faire, projet-là est abandonné? ce qu'on a préféré faire dès cet été, c'est de dire on ne fait pas juste un chèque alimentaire, on fait une aide massive qui est une aide pour les plus modestes, c'est-à-dire Donc, vous revalorisation de dites, tous les on minima a déjà sociaux, par exemple. répondu, il n'y a pas la nécessité de faire en plus un chèque alimentaire aujourd'hui. Il y a déjà des aides plus larges. Je pense qu'il vaut mieux avoir des aides plus larges parce que le pouvoir d'achat, c'est et votre alimentation, mais c'est le prix du logement, c'est le prix de l'énergie, c'est le prix de vos carburants. Et je crois qu'il faut Donc, pas de chèque accompagner les alimentaire à Français l'ordre du sur jour. Plus de chèque l'ensemble. alimentaire. Et que la difficulté du chèque alimentaire, c'est de savoir quels sont les produits qui seraient concernés, quels sont les Français qui seraient concernés. Donc je crois qu'il y a une mise en œuvre qui serait extrêmement complexe. Et encore une fois, il faut aussi envoyer un signal qui est qu'on doit pouvoir accompagner aussi celles et ceux qui nous nourrissent et ne pas envoyer un message contradictoire. Vous avez évoqué l'assurance chômage tout à l'heure. La réforme, enfin une première partie a été présentée hier en Conseil des ministres. C'est un processus qui va prendre un petit peu de temps. Mais il y a une certitude, c'est que les syndicats sont contre le projet du gouvernement, y compris la CFDT, qui ne veut pas l'idée d'une modulation en fonction de la conjoncture, une assurance chômage qui serait plus restrictive quand l'économie serait meilleure. Ça vous interroge pas de voir cette opposition, y compris d'un syndicat modéré, réformiste? Mais la réforme de l'assurance chômage qu'on a engagée, elle fonctionne. C'est peut-être ça le bon point de départ. C'est de dire qu'à un moment, les mesures qu'on a mises en place qui font qu'à un moment, il faut une durée plus longue de travail pour avoir le droit d'être accompagné par l'assurance chômage et donc par tous les Français, eh bien, ça a favorisé le retour à l'emploi. Notre objectif, c'est quoi, encore une Donc fois? tant pis si les syndicats sont contre, quoi. Non, mais c'est pas tant pis. À eux de discuter, à eux de négocier, à eux de proposer. Mais notre objectif commun doit être lequel? Celui du plein emploi. J'appartiens à une génération, on a eu de cesse de voir être commentés les chiffres du chômage. Pour la première fois, on voit commenter quoi? Record sur l'apprentissage, sur l'alternance, sur le taux d'emploi, sur l'insertion professionnelle des jeunes. C'est quand même une bonne nouvelle. Et dans le même temps, Donc vous dites qu'il n'y a pas vous de avez des chefs d'entreprise qui nous disent « nous n'arrivons pas à recruter ». Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Il y a la question de l'attractivité des métiers, il y a la question de l'augmentation des rémunérations. C'est ce qui s'est produit. Hôtellerie et restauration, vous avez eu une augmentation massive des rémunérations,
plus 17%. Pourquoi? Parce que vous aviez une tension sur le marché, parce que vous n'aviez pas suffisamment de candidats pour pouvoir pour vos postes. Donc je crois qu'il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue et qu'on dise la vérité aux Français. Quand nous sommes dans une situation économique qui est très favorable, alors il faut faire en sorte d'avoir une Et vous indemnisation maintiendrez qui est ça. peut-être plus courte. Et par contre, quand la situation économique est plus difficile, parce que ça marche dans les deux sens, donc Mhm. c'est vraiment en même temps, c'est les deux jambes sur lesquelles on marche. Quand la situation économique est moins favorable, alors on a un accompagnement qui doit être évidemment beaucoup plus fort. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure dans les réformes à mener la réforme des retraites. Hier, à votre place, François Bayrou disait il faut avancer. Je crois que le gouvernement a l'intention d'assumer cette responsabilité suffisamment rapidement. Ça veut dire quoi? C'est quand? Quand est-ce que vous souhaitez voir cette réforme des retraites réellement engagée et réellement mise en œuvre? Le président de la République a fixé lui-même le calendrier, puisqu'il a dit qu'il voulait que cette réforme puisse exister à l'été 2023. Ça vaut toujours ça? Donc moi, je pense qu'il n'y a aucune raison que ce calendrier change. Bah, le fait Et que je rien pense- n'ait commencé encore. Non mais vous avez vu aussi, encore une fois, l'ampleur des chantiers. Regardez tous les sujets sur lesquels vous m'avez interrogé. C'est pour ça que je vous dis que Et on a peut-être ça prendra travaillé plus de temps. dès cet été. Je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de discussions et de négociations qui ont existé, vous le savez bien, dans le précédent quinquennat, sur toutes les hypothèses qui sont mises sur la table. Les Français connaissent les hypothèses sur la question de l'allongement de la durée du travail dans notre pays. Donc la question, c'est à un moment qu'on arrive à se mettre d'accord. Mais pour moi, le point de départ, il est celui-ci. Si on veut pouvoir préserver notre modèle social, si on veut pouvoir augmenter les plus petites pensions de retraite, donc pour les Français les plus modestes, Il faut alors travailler oui, plus longtemps. il va falloir travailler. Mais ce matin, je reviens à Laurent Berger de la CFDT, parce que c'est censé être le syndicat le plus proche de vous, dit reporter l'âge de départ, c'est mettre le feu au pays. Est-ce que vous considérez que la réforme proposée par Emmanuel Macron d'un âge légal reporté à 64 ou 65 ans est toujours aujourd'hui d'actualité et qu'elle peut trouver un consensus, un appui, un soutien? Mais lui-même l'avait dit dans la campagne présidentielle, en disant qu'à un moment, ce n'était pas un totem et que l'enjeu, c'était le travailler plus et que ce n'était pas forcément la question de la durée légale qui devait se poser. Donc, à un moment, si on voit qu'il y a un blocage sur ce sujet-là, que c'est un irritant absolu, eh bien, c'est justement notre travail qui doit pouvoir, à un moment, trouver d'autres voies de passage. Si on nous dit qu'il vaut mieux travailler sur la durée de cotisation, sur le nombre de trimestres, plutôt que de travailler sur l'âge légal, eh bien, moi, je ne vois pas pourquoi on arc-bouterait sur le sujet. Ce qui compte, Donc par c'est contre, une pour moi, ouverture vraiment, que vous faites ce matin. oui, Vous êtes parce que je plus pense ouverte que- que certains autres membres de la majorité. parce que je pense que notre responsabilité, encore une fois, c'est de trouver, de déterminer des majorités. Donc ça peut pas être, c'est notre projet ou rien. Par contre, le point de départ, et ça, je n'en bouge pas, notre majorité n'en bougera pas, Travailler plus c'est de longtemps. dire qu'il faut mener à bien cette réforme des retraites. Vous l'évoquiez tout à l'heure, les oppositions, vous êtes avec elles, vous travaillez avec elles pour pouvoir voter des textes. L'un des plus gros textes de l'automne, ce sera le budget. Mm. Il y a beaucoup d'oppositions qui ont déjà publiquement dit qu'elles voteraient contre. Et d'ailleurs, elles vous soupçonnent de ne pas vouloir reprendre leurs amendements. Est-ce que par souci d'efficacité, peut-être même de sincérité, le gouvernement doit dire dès maintenant, vu la situation politique, on aura recours au 49.3, c'est-à-dire une adoption sans vote. Passons à autre chose, concentrons-nous sur d'autres sujets. Mais je crois qu'on dit la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on a besoin d'un budget de l'État, besoin d'un budget de la sécurité sociale, tout simplement pour fonctionner. Et je crois que ça, les Français le comprennent très bien. Et qu'on ne peut pas, en effet, prendre le risque d'un blocage qui ne permettrait pas d'avoir un budget qui puisse être voté. Donc moi, ce que je dis aux oppositions ce matin, c'est les ministres du budget et de l'économie vous ont invité à dialoguer, vous ont invité à formuler vos propositions pour voir si justement nous pouvions avoir un point d'accord. Au Parlement, nous sommes prêts à faire des évolutions, nous l'avons montré cet été. À reprendre y compris des amendements de Mais c'est l'opposition ce et qu'on à a fait cet renoncer été. à certaines promesses. C'est ce qu'on a fait cet été. C'est pas leur point de vue. De facto aussi, puisque sinon, le projet de loi de finances qu'on a voté cet été, on a voté un projet de loi de finances rectificatif, on n'aurait pas pu le voter si à un moment, un certain nombre de groupes d'opposition n'avaient pas voté Mais vous voyez avec bien nous. le risque en réalité, c'est que les débats s'enlisent, que pendant des semaines, vous soyez dans une chorégraphie à défendre vos propositions, l'opposition les siennes, que chacun dise c'est l'autre qui n'a pas voulu dialoguer. En réalité, le scénario, il semble écrit d'avance. Mais écoutez, pour l'instant, nous, on est quand même du côté de ceux qui tendent la main, du côté de ceux qui disent nous sommes prêts au dialogue, du côté de ceux qui disent on est prêts au compromis, du côté de ceux qui disent on est prêts à accepter un certain nombre de vos propositions. Nous, on a posé des lignes rouges. Oui, c'est vrai. On dit qu'en effet, ça ne se fera pas à coup de plus d'impôts ou plus de dettes pour les Français. Mais ça peut permettre quand même d'avoir un certain nombre de propositions. Moi, j'attends d'avoir les propositions, par exemple de la gauche, sur un budget vert. Comment on fait en sorte pour, en effet, verdir la manière avec laquelle on progresse au sein de notre Mais économie? vous pensez que le 49.3 est évitable, sincèrement, Moi, je sans langue de l'espère. bois? Non, mais moi, je l'espère. Mais je dis aussi
prendra nos responsabilités et qu'encore une fois, on ne laissera pas les Français avec un risque qui est pas de budget. Et je dis aussi aux oppositions, vous ne pouvez pas nous demander plus d'ordre dans la rue et refuser de voter un budget qui permet d'augmenter le recrutement, notamment de nos fonctionnaires de police et de la justice. Vous pouvez nous dire de l'autre côté, il faut mieux rémunérer nos enseignants et refuser de voter un budget qui est un budget record pour l'éducation nationale. C'est votre appel aux oppositions. Une dernière question, Aurore Bergé. Au chapitre Paroles sincères, transparentes, l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, sort un livre, on l'a vu ce matin, il accorde un entretien à nos confrères du Parisien, et il fait un mea culpa, il dit sur les masques, au moment de la crise du Covid, nous nous sommes trompés. Qui se nous englobe-t-il? Est-ce que ça veut dire que de ce fait, le chef de l'État, lui aussi, s'est trompé pendant la crise du Covid? Mais je crois qu'on peut tous reconnaître qu'à un moment, au regard de la sidération totale qu'a provoqué cette crise, parfois il y a eu des décisions qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre. Et je crois que c'est la sincérité aujourd'hui qu'exprime Olivier Véran, qui n'est jamais simple de dire qu'on s'est trompé et qu'il a raison de le faire. Parce que ce sont des éléments que les Français ont constatés. Ils nous ont beaucoup reproché la question des masques. Et je pense qu'encore une fois, plutôt que s'arc-bouter en disant on a eu raison contre tous, on peut peut-être reconnaître que là-dessus, en effet, on s'est trompé, mais que je crois, très sincèrement, on a tout fait à chaque fois au regard des informations que nous avions pour protéger les Français. Et je crois qu'on en a fait la démonstration sur le long terme. Merci Aurore Merci Bergé à vous. d'avoir été notre invitée. Dans un instant, le temps de l'info avec Elisabeth.